Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous, d'avoir, pour certains, continué déjà cette belle après-midi au domaine du thé pour cette 10e édition de notre seuil événement de cette année 2023 consacrée à l'économie circulaire. On est véritablement heureux d'être dans ce lieu qui est un lieu de 8 hectares. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Entretenu et géré de manière écologique. Et ça nous semblait intéressant d'être ici tous ensemble. Et à la fois, on est suivi en live sur les réseaux sociaux. Donc, on fait un petit coucou à tous ceux qui nous suivent de loin, qui sont aussi avec nous dans cet événement. Donc, je me présente, je m'appelle Leslie Gonçalves, je suis architecte et cofondatrice du groupe Seuil. Et donc, je me présente à mon tour, Philippe Gonçalves, architecte également, et cofondateur du groupe Seuil, qui regroupe aujourd'hui 3 sociétés, Seuil Architecture, Ouna Ingénierie et Lab Réalisation, et avec qui nous avons l'immense plaisir de collaborer aujourd'hui avec plus de 20 collaborateurs, et que d'ailleurs j'invite à nous rejoindre pour pouvoir vous les présenter. Merci l'équipe. Donc, beaucoup de femmes. Allez-y, allez-y, mettez-vous derrière. Allez, allez, n'ayez pas peur. Ils sont tous là avec nous. Et donc, je voulais vous parler, en les ayant à nos côtés, de notre démarrage en 2005. Seuil Architecture démarre. On commence à réaliser des projets et puis on a une vie professionnelle avec des hauts et des bas. Et puis, une très grande difficulté rencontrée en 2012 à la suite des événements de subprime qui bouleversent et il faut un peu bouger la profession à ce moment-là. On se retrouve plus qu'à deux avec Philippe. Et puis on a une petite étudiante à l'époque qui s'appelle Suzanne, qui aujourd'hui vous a présenté une partie de l'après-midi. Donc ça secoue fort et on se demande ce qu'on va faire. Et on décide en fait d'exercer pleinement notre profession, ancrée dans nos valeurs, pleinement, parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Et nous voilà lancés en 2012 avec ce seuil événement, le premier. Aujourd'hui, on est sur la 10e édition, le magazine aussi, Seuil le Mag. Et puis, toute une série de projets avec des maîtres d'ouvrage qui nous font confiance. Plusieurs projets comme Abricop, l'habitat participatif. On a aujourd'hui des habitants qui sont là. Le Creps à Toulouse. Bien sûr, l'usine en bois et paille à RM. Je ne sais pas si Joël Brie est arrivé ou pas. Le projet Wood Art à la cartoucherie. L'éco-campus aussi avec Allogea qui est présent dans la salle. Et bien d'autres projets derrière, tels que Symétrie, Aulneuf, Collège Castelnau, mais bien d'autres, où on a en fait pu vraiment concrétiser et créer des relations très très fortes. Et donc je voulais vous remercier tous ces maîtres d'ouvrage, toutes ces rencontres qui nous ont permis de finalement valider ce choix qui a été fait en 2012. Et puis surtout la rencontre aussi des équipes qui sont là en fait quand on vit des moments de grande joie, parce qu'il y en a beaucoup, et des moments plus difficiles, avec des ambassadeurs qui croient en nous, qui sont restés dans le bateau. Et voilà, une équipe vraiment engagée, et je voulais vraiment vous remercier à tous. Merci. Merci. Vous
vous pouvez vous installer là, hein. On vous a gardé des places devant. Profitez-en. On ne sait jamais si on a besoin de vous faire revenir. Eh bien, effectivement, vous avez pu voir sur quelques projets que Leslie a illustrés tout à l'heure. Il y a 3 piliers fondamentaux qui structurent vraiment notre approche globale, qui sont la construction écologique, la démarche participative et la régénération des milieux. Ce sont vraiment des fondamentaux que l'on retrouve plus ou moins développés dans les projets. Cette approche-là, elle a été construite aussi grâce à ces équipes et au savoir-faire que l'on avait. Et en 2019, lorsqu'on a créé Ouna Ingénierie, justement pour professionnaliser certaines démarches un peu luberlues qu'on a pu avoir sur justement tout l'apprentissage qu'on a eu sur le logement participatif, et notamment grâce à Bricop et ARM. Aujourd'hui, Ouna a été créé pour effectivement proposer à tous nos maîtres d'ouvrage, publics ou privés, cette démarche très inclusive, participative, mais aussi sur la partie économie circulaire. Et on en a eu un exemple tout à l'heure sur ce qu'on porte au sein de Ouna sur la partie réemploi. Et puis plus globalement sur l'acte de construire de manière générale, à la fois sur l'économie de la construction et puis la direction de travaux sur des projets à haute valeur environnementale. La suite de l'histoire, comme dans plein de projets, elle émane aussi complètement d'imprévus. Et notamment un dont personne ici, je pense, avait imaginé, c'est la catastrophe de 2020, Covid. Période très intense émotionnellement et intellectuelle. Je pense que tous parmi vous, vous avez durant cette période pas mal cogité. Beaucoup de choses se sont remises en question. Et nous, cette période, on l'a vraiment aussi ressenti comme un temps d'angoisse, de peur, d'incertitude sur qu'est-ce qui va se passer après. Comment est-ce que cette situation inédite va avoir un lendemain et les relations aux gens, les relations au territoire? Comment est-ce que nos villes vont pouvoir être autre chose que ce qu'on a connu aujourd'hui? Parce qu'on se rend compte que passer 3 mois enfermé dans un appartement qui a 4 mètres carrés de balcon et qui donne sur un parking, c'est pas très supportable. Et donc, nous, à travers cette période-là, on a clairement identifié une mission d'apporter en fait ce que, en tant qu'architecte, maître d'œuvre et puis citoyen, on pouvait amener comme éclaircissement sur les devenirs, les possibles, puisque dans chaque crise, il y a des opportunités, vous le savez. Et donc, on a rédigé avec Leslie et l'équipe une lettre ouverte à cette époque-là, en plein confinement, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est accessible sur notre site internet, et qui, sous forme de récit que l'on a pu réaliser pour nos enfants, en fait, ça a été le fond, en fait, pour nous amener à nous sortir un peu des tripes, les volontés de modification un peu de ce territoire. On a imaginé des possibles, et sous forme un peu lyrique, mais effectivement, tous ces champs possibles. Sortie de confinement, on revient presque un peu à la vie d'avant, la vie normale, mais pas tout à fait, parce que je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui n'ont jamais recommencé comme avant, ne serait-ce que dans l'état d'esprit. On a, dans nos tempéraments, pour ceux qui nous connaissent, parler des choses, c'est bien, mais nous, ça ne suffit pas, et donc on aime le passage à l'action. Ce passage à l'action, il a été identifié pour le fait de dire qu'il nous manque un outil pour être dans l'opérationnel et montrer que tout ce qu'on a pu raconter a une chance de pouvoir exister. Cet outil il a été créé donc en 2021, c'est Lab Réalisation. C'est notre outil de promotion immobilière, ou plus spécifiquement de promotion territoriale, c'est comme ça qu'on l'aime à le dire, pour justement venir montrer un peu la preuve du concept et travailler sur des projets résilients, d'autonomie des territoires, et toujours dans ces démarches que l'on retrouve des piliers éco-responsables,
participatif et surtout régénératif. Donc, on est très content de lancer cette aventure. J'en profite pour vous dire qu'effectivement, on vient de clôturer, on est en train de livrer les derniers logements là, ce mois-ci, d'une première opération à Pontpertuisin, un bâtiment réhabilité, une ancienne magnanerie qui a aussi connu des activités municipales, et dans lequel, effectivement, on a transformé en 6 logements. Donc, on est déjà là, on est complètement dans le thème. Une grosse démarche de valorisation des déchets aussi, puisque c'est le premier pilier, on a vu, de la pyramide tout à l'heure, c'est de limiter déjà l'impact des déchets, et de faire en plus des logements de niveau passif. Et là, on lance la deuxième opération qui s'inscrit dans la même continuité de démarche sur la commune de Vigoulé-aux-Îles, d'une transformation aussi de bâtiments anciens. Donc là, on était sur de l'activité de jumenterie, dans un site complètement exceptionnel, dans lequel effectivement on va aussi proposer des logements, une dizaine de logements qualitatifs et dans une démarche identique à nos valeurs. Et je remercie d'ailleurs Monsieur le maire Jacques Séjac qui est parmi nous aujourd'hui pour aussi nous faire confiance et nous permettre d'aller au bout de ce projet. Et vous aurez quelques infos supplémentaires en cadeau en partant. Une petite plaquette commerciale. On m'entend toujours? Yes. Moi, je voulais rebondir. Donc, on a parlé un peu de toutes ces années, 2005, 2012, 2019, 2020, 2021. On est aujourd'hui sur des perspectives qui se veulent vraiment positives. On a notamment nos 3 sociétés qui sont des sociétés à mission. Donc, on a inscrit dans nos statuts notre raison d'être. Donc, ça, c'est le chantier aussi que l'on entreprend. Et puis, cette année, nous avons reçu des prix locaux, nationaux et un prix européen pour des projets pour l'Ecocampus et pour Woodart. Donc, on est vraiment heureux de ces résultats. On en attend d'autres. Nous avons été aussi classés la première agence d'architecture bas carbone d'Occitanie en 2023. Donc tout ça, c'est vraiment très positif. Et puis on souhaite aujourd'hui véritablement renforcer nos perspectives sur des missions à vocation privée et publique, en nous attelant sur de l'industriel, du laboratoire, des lieux de culte qui semblent arriver, ce serait formidable, des projets urbains, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'assistance à maîtrise d'usage, de l'économie circulaire. Un autre élément aussi important de l'actualité, c'est notre pôle de recherche et de développement, que l'on structure de plus en plus, avec aujourd'hui en fait une coécriture en cours d'un article scientifique avec le laboratoire Bonheur à Cergy-Pontoise, avec qui on a plaisir de co-travailler, même si ce n'est pas toujours évident de tout comprendre et d'être en articulation aussi sur ces métiers-là. On voulait vous faire un petit récapitulatif des chiffres clés de la société. Donc on a une charte biodiversité. Bon, j'ai pris quelques éléments comme ça, que l'on réalise sur 3 ans au sein de l'ensemble du groupement. On regroupe 9 métiers différents au sein de nos structures. Nous avons 20 collaborateurs. On augmente petit à petit les effectifs d'hommes, même si on est pour l'instant qu'à 6. Mais on cherche quand même à renforcer ça. On est sur un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 millions d'euros. Donc on a un pôle de recherche et de développement, comme j'ai pu vous le dire. On a signé aussi une charte d'engagement de l'économie circulaire Life Waste to Build sur la partie lab réalisation. Et pour revenir un peu sur le caractère lié au réemploi, nous avons fait 14 études diagnostiques sur le réemploi. Si je ne me suis pas trompée, Fabrice et Suzanne. Et on a 4 projets pilotes, et on va dire intégrant les matériaux de réemploi et la démarche de réemploi sur nos projets. Donc il y a des projets qui ont été affichés à l'extérieur. N'hésitez pas à les regarder. Il y a aussi des vidéos, et dont une vidéo qui montre un principe de déconstruction sélective. Très important pour nous, comme chaque année, je prends un petit temps pour partager le plaisir que l'on a de réaliser ces événements qui se font grâce à des partenaires. Vous savez qu'on est une vingtaine, on reste une petite structure, donc on a vraiment des liens très forts avec eux.
Donc je tenais à les saluer, notamment nos 2 partenaires d'honneur, Terrel, bureau d'études ingénierie de la construction, et le groupe Cassin, entreprise de déconstruction. Nous avons 22 partenaires, donc je vais vite fait les balayer, mais je souhaitais vraiment leur rendre hommage. Donc des bureaux d'études, Ecovitalis, Technisphère et les paysagistes complémentaires, fournisseurs Soprema et Terreal. On a beaucoup d'entreprises du bâtiment en fait, qui nous soutiennent aussi dans cette démarche, MP2A, Intelec, ProBTP, l'ASMAC, STB, AGTerm et Orona. On a aussi pour cet événement particulier 2 entreprises de l'économie circulaire, Merci René et la Maison Carrel, qui nous soutiennent. Des partenaires conseils, avocats, Arcam Avocat, Solutea et EIFI Innovation. Et enfin, pour citer aussi le côté épicé de l'affaire, nos entreprises des épices, Arcadie, pour qui on fait un magnifique projet de bâtiment industriel, et le domaine de Simor, avec le safran bio de maman. Et puis enfin, la revue Native. La revue Native, pour nous, ça a été un coup de cœur, une rencontre avec bien sûr tous ceux qui cofondent cette revue. Et un moment fort de voir que cette revue, elle est au service de peuples autochtones qui ont une connaissance que l'on n'a pas forcément. Donc je pense qu'on est les uns et les autres complémentaires. Être à l'écoute aussi de leur savoir vis-à-vis de cette renaturation des milieux, du vivant. Quelque chose qui nous porte. La question de la transition, des changements climatiques, c'est des sujets qui sont abordés dans cette revue. Et depuis le début, avec Philippe, on est des fervents abonnés. Voilà, on reçoit cette revue. Et donc, on va pouvoir avoir l'occasion dans la programmation de recevoir Didier Hillard tout à l'heure, qui va nous en parler et qui est venu avec des invités d'honneur. Nous verrons aussi ensuite à 19h10, entre 19h10 et 20h15, tout sera tourné autour de notre grande figure de la soirée, qui est Gilles Clément, que nous avons rencontré cet après-midi. Et voilà, on était très heureux. Frédéric Basset, qui est journaliste, fera un vif portrait, puis après s'en suivra un débat. On espère que vous pourrez rester jusqu'à la fin, où on ira tous passer un moment de convivialité ensemble. Donc Didier, on est amis, tu es architecte, tu es rédacteur en chef artistique de la revue Native. Et voilà, je voulais te laisser la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je suis entre autres architecte aussi. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés avec Leslie sur une formation Propay. Donc je suis absolument immergé dans leurs valeurs. Et nous avons cofondé avec un petit groupe de Toulousains et une dame marseillaise dont j'ai l'honneur de partager la vie, qui est ici, Saba, et qui elle, court le monde depuis l'âge de 21 ans pour rencontrer les peuples, mais avoir une vraie immersion. C'est-à-dire qu'elle est journaliste et anthropologue. Mais en fait, l'aspect universitaire n'étant pas satisfaisant, c'est la rencontre humaine qui était privilégiée, d'où l'honneur de recevoir la cacique Tanoné, qui est cacique, ça veut dire chef de son peuple. Donc il y a 38 ans, cette dame, on en parlera un peu plus en détail, mais cette dame a été élue chef de son peuple. C'était la première femme. Donc sur la Matla Atlantica, c'est-à-dire c'est la première forêt primaire qui a été décimée, maintenant c'est l'Amazonie. Donc c'est le Brésil. Elle est venue accompagnée pour la première fois de son fils, qui est lui le futur grand chaman du peuple. Voilà, donc on a un immense honneur et merci à Leslie et Philippe de nous accueillir et de vous rencontrer parce que c'est un privilège réciproque, quoi. Donc la revue Native a été mise en place parce qu'on travaillait beaucoup avec les peuples autochtones. Alors quand je dis autochtones, ça n'a rien d'exotique.
C'est-à-dire que les Occitans, les Corses, les Basques, les Celtes sont aussi des peuples autochtones. C'est en ça que eux nous diront de réveiller nos racines. Donc la revue, c'est assez facilement appelée native, puisque nous sommes tous natifs d'une culture et d'un territoire, d'une géographie et d'un paysage. Et c'est le principe de la revue a été de donner la parole au peuple, parce qu'il y a beaucoup de sachants qui parlent à leur place. Nous, on s'applique à leur donner la parole, puisqu'ils sont mieux placés que nous pour parler d'eux. Voilà. Donc, on a monté en plein, je crois que c'est Covid, ça s'appelle, oui. En plein Covid, on a lancé un crowdfunding. Tout le monde nous a dit, mais vous êtes fous, c'est pas le moment. Et en fait, la revue a maintenant 3 ans. Donc, en attente d'abonnés pour sécuriser un peu la pérennité de la revue, parce que c'est assez compliqué. On s'est appliqué à garder une revue avec un contenu assez riche. Au début, on a pêché par excès, c'est-à-dire que les gens nous disaient le trimestre, ça suffit pas pour qu'on finisse le premier numéro et vous avez déjà le second, donc calmez-vous. Donc, comme tout bon architecte, on a fait un peu de vide, on a créé des espaces, des respirations et autres, puisque c'est un peu le même métier, le design graphique et la typographie et l'architecture. Voilà, on parle de cette gestion du vide, en fait. Voilà, ça, c'est notre débat. Et donc, nous en sommes aujourd'hui au numéro 13, après 3 ans d'existence, avec chaque fois une thématique sur un dossier particulier. Il y a eu un dossier architecture que vous verrez sur la table, là, où j'ai un peu forcé le bouchon, mais en fait, on parle de tout ce qui est de l'action des peuples et de leur transmission. C'est-à-dire que pour rencontrer beaucoup de peuples, il y a peu souvent des pronoms, le je, le moi et autres n'existent que très rarement dans les peuples autochtones. Par contre, ils sont dans des vocabulaires d'action, comme initialement, c'est pour ça qu'on arrive à se comprendre, la langue des signes, avant qu'il y ait des pronoms du je, du tu, du il, la langue des signes n'était que des vocabulaires d'action. Et eux sont dans l'action. Vous comprendrez plus tard le rôle essentiel qu'a eu Tanoné, et maintenant avec son fils Ururai. Donc le principe, c'était de dire, voilà, il y a des connaissants. Je préfère ce vocabulaire parce que dans la langue des oiseaux, savoir, c'est ne pas se voir. Connaître, c'est naître avec quelque chose. Donc c'est une petite parenthèse, mais ce sens-là est fondamental parce qu'eux sont dans ce partage, pas dans le jugement, contrairement à certains d'entre nous. Et en fait, les grands esprits, puisque eux communiquent avec l'invisible et la nature, la mer, terre, les grands esprits leur ont dit, maintenant il est important de sortir de vos territoires et d'aller porter la parole. Tout ne sera pas révélé, mais c'est important de partager. D'où leur présence, puisqu'ils font confiance à Saba, c'est pour ça qu'ils viennent là. On n'est pas dans la consommation d'exotisme, pas du tout. Voilà. Donc le bonheur qu'on a eu de partager avec eux et avec Leslie et Philippe et Seuil, je ne connais pas tous les membres, mais chaque fois que je vais visiter, je suis en famille. Voilà, c'est ce principe-là, c'est-à-dire que toutes ces richesses sont à partager et nous sommes toujours riches de l'autre, quoi. Donc c'est aussi le sens de cette revue. Voilà. Donc là, je vais peut-être... Un petit aparté sur le programme. En haut à droite, vous voyez un QR code. Si vous flashez, vous pouvez aller tout de suite sur la page abonnement de la revue native. Soyons pragmatiques. Mais merci d'avance. Voilà. Donc peut-être qu'il est temps d'accueillir Tanoné, Ururai et Saba. Venez. Donc, juste une présentation un peu sommaire, puisque Tanoné et Ururai vont se présenter sommairement aussi, peut-être, et Saba fera la traduction. Donc, Tanoné, comme je vous l'ai dit, est une grande combattante. La dame que vous avez là a eu des tentatives d'assassinat de Bolsonaro, elle sort de 4 cancers, elle a eu 14 opérations, et depuis 38 ans, elle se bat pour qu'au sein de Brasilia, un village indigène soit là pour accueillir les populations qui sortent de la forêt, juste avant de rentrer en ville et rencontrer toutes les conséquences urbaines, que ce soit l'alcool, la drogue, enfin tout ça.
Donc ça fait 38 ans qu'elle se bat, il manque une seule signature pour que le projet soit validé et institutionnalisé. Il est déjà construit, vous verrez sans doute des images. Donc en fait, aujourd'hui, on a l'honneur aussi de voir une grande bâtisseuse qui est là, puisque c'est le grand esprit qui lui a inspiré l'architecture. Voilà. Et son fils qui est là parce qu'il a reçu. C'est pas elle qui a décidé qu'il sera le grand chaman du peuple, c'est toujours le grand esprit. Donc ce sont des vocabulaires qui peuvent être un peu particuliers dans nos sociétés, mais en fait, on avait ça aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de bûchers, mais en même temps, il y avait des connaissants et des connaissantes surtout qui étaient là, et vous avez là une des représentantes. Et Ururai, c'est la première fois qu'il vient en Europe et qu'il accompagne sa maman, mais il accompagne surtout la chef de son peuple, et la chef de son peuple lui demande d'être à la hauteur d'un grand chaman. Voilà, je leur laisse la parole. Kangi Keritu, Borronhé. Estou dando boa tarde a todos. E vou falar pouco, né? Tem minutos marcados. Bonjour à tous, je sais que je vais essayer de faire court parce que le temps est compté. Então, eu estou muito feliz de estar aqui pela quarta vez, né? Je suis très heureuse d'être ici pour la 4e fois en France. Eu venho até a França e quero dizer a todos que pelo tempo que eu tenho vindo aqui na França, eu me sinto muito honrada e feliz. Et à chaque fois que je viens ici en France, je suis toujours très honorée et heureuse. E hoje eu quero dizer para todos vocês que eu sou uma mulher vitoriosa. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire à vous tous que je suis une femme victorieuse qui a vaincu. Porque minha luta não foi fácil. Parce que ma lutte n'a pas été facile. Foi muito difícil, né? Ça a vraiment été très difficile. Mas eu estou muito feliz porque quando eu voltar daqui para a aldeia, Parce que quand je vais retourner là-bas dans mon village, a aldeia nova, eu ce nouveau village, vou fazer a inauguração com o que puder. je Comme vais faire une pauvre. inauguration avec mon peuple. Sim. E agradecer ao Grande Espírito por essa vitória Et je remercie le Grand Esprit de cette victoire. e a energia de vocês, franceses. Et vous, de votre énergie, vous, citoyens français. Eu estou muito feliz por estar aqui, Je suis vraiment très heureuse d'être là. pouco cansada, Un peu fatiguée, je l'avoue, parce que c'est vrai qu'on est en tournée là. mas muito feliz de falar para vocês que estou sempre na minha missão, pedindo por nós e por todos aqueles que se sentem de frente a mim, pedindo por todos vocês. Essa é minha missão. Et voilà, moi, je suis aussi très heureuse d'être dans ma mission de vie, qui est aussi d'accomplir cette lutte, mais aussi d'être accompagnée par ceux qui nous soutiennent. E eu vou passar para meu filho para ele terminar. Inate que é. Voilà, ça veut dire merci en langue Karieshoko. Elle passe la parole à son fils, Ururai. Muito grande. C'est très grand. C'est très grand. Kangi Keritu, Erivornhé. Yetsan Kaururai, Dicrodicele. Yetsan Iboa. Yetsan Iboa, Aibinatia Carixocó, Distrito Federal. Il se présente dans sa langue là, je ne peux pas traduire. Então, é a língua que a gente mais fácil de se comunicar, português, né? Oui, apparemment, c'est plus facile de communiquer en portugais. Cacique Tanoné, Pajé Ururaí. Donc, c'est la cacique Tanoné, je suis le pagé Ururai. Pagé, ça veut dire chaman. Duas lideranças de uma aldeia. Nous sommes les deux leaders d'un village. Cacique responsável pela luta da sua aldeia e sua comunidade.
La cacique, son rôle est de lutter pour son peuple et de son village. Elle a un rôle politique et social, en fait. Pajé é responsável pela cura de seu povo na espiritualidade e uso de suas medicinas sagradas. Et le pagé, le chaman, est responsable de soigner les gens. C'est un homme médecine et aussi de la spiritualité. Merci. Então, eu sou responsável pela minha comunidade na parte espiritual e de Je suis medicina. responsable de la partie spirituelle et médicale de mon peuple. E vim aqui a primeira vez C'est la no première fois que je viens ici, en país de France, vocês, dans votre pays. num bicho muito grande, uma aeronave, né? Et oui, c'est la première fois qu'il prend l'avion aussi. E a minha mãe perguntava: esse negócio vai voar? Tão pesado? Et il a demandé à sa mère, mais ça va voler, mais c'est très lourd. E eu disse: vamos ter fé. Se a gente Elle tá dit, mais aqui, comment c'est possible, quoi? Il était un peu agité. Então, eu estou achando muito bom o clima daqui da França, né? E agradecer por todos nos receber aqui. Et vraiment, il vous remercie aussi de l'accueil que vous leur faites. Vou levar a mensagem para o meu povo lá no Brasil, Et je vais aussi emporter un message à mon peuple au Brésil de como as pessoas aqui é diferente das pessoas do Brasil. de comment les gens ici en France sont différents des personnes au Brésil. E estamos fazendo essas viagens Nous voyageons en ce moment para mostrar para o mundo pour montrer au monde pouco da cultura do nosso povo un peu de notre culture, de notre peuple, e a força da nossa espiritualidade. et la force de notre spiritualité. Então, eu trabalho diretamente com as medicinas e Moi, je travaille directement avec les médecines, les plantes médicinales, esse pouco de tempo que a gente vai passar por aqui, et le peu de temps que nous allons passer ici, il reste ici un mois. a gente quer mostrar pouco do que a gente sabe Voilà, on va montrer un petit peu de ce qu'on sait para todas as pessoas que estiver presente. pour partager avec les personnes qui viennent à notre rencontre. Estamos passando essa semana por momento muito difícil lá no Brasil. Là, au Brésil, nous avons passé des temps très difficiles par le passé. Que fizeram uma lei chamada marco temporal. Oui, parce qu'ils sont en train de faire une loi qui s'appelle Marco Temporal. En fait, au Brésil, les terres autochtones sont ce qu'on appelle depuis 1988 les terres démarquées, délimitées. C'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler réserve. Et en fait, c'est une loi qui est en train de remettre en cause cette constitution et qui les protège moins, parce que la loi de la Constitution de 1988, une fois que leur terre est démarquée, c'est une protection ad vitam aeternam. Voilà. Alors que cette loi peut remettre en question cette temporalité de l'acquis, alors que les peuples autochtones sont présents depuis des millénaires sur leur territoire. Então, eles querem tirar direito que é nosso, né? Ils veulent nous retirer, nous enlever un droit qui est le nôtre. Esse é o que explica esse marco temporal, né? E dizer que é muita falta de respeito. C'est vraiment un très grand manque de respect. As pessoas que dizem que têm poder, tirar direito de uma pessoa que é originária da sua própria de ces terra. personnes qui décident pour nous, alors que nous sommes les peuples originaires du Brésil. Há muitos anos atrás, o nosso Brasil foi invadido e não descoberto. Nous, le Brésil a été par le passé envahi, colonisé. Tomaram as nossas terras Ils nous ont pris nos terres. Agora a gente não tem direito a elas. Et aujourd'hui, les gens doivent les rendre. Non, on n'y a plus droit, pardon, merci. Je suis un peu fatiguée.
Então, a gente, povo originário, somos as pessoas que cuidamos da natureza. Donc nous, les peuples originaires, les peuples autochtones, nous prenons vraiment soin de la nature. O que eles não têm conhecimento que a gente segura, a gente dá mais vida à terra com nossas orações e nossos pedidos, não só para nós, indígenas, Nous avons une grande connaissance de la nature. Après, j'ai pas su. Qu'est-ce que- Et pas effectivement dans un but uniquement de ces peuples-là, mais c'est plus grand qu'eux, effectivement, et c'est pour Merci. notre terre de manière générale. e também estamos fazendo orações por todo o planeta Terra. Et aussi dans nos prières, nos méditations, nos rituels, nos cérémonies, nous faisons aussi ces demandes, pas seulement pour notre peuple, mais aussi pour la planète entière. Levando a cura para aqueles que dia lá no passado fizeram mal a nós. Et aussi pour soigner les gens qui nous ont fait aussi du mal. Natekie. Merci. Si vous permettez, pour situer un petit peu, voilà, je prends 1 minute pour vous situer le contexte des peuples autochtones. Les peuples autochtones sont aujourd'hui 470 millions dans le monde, c'est-à-dire 6% de la population mondiale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ONU reconnaît que sur les terres ancestrales des peuples autochtones, ils préservent 80% de la biodiversité mondiale. J'ai bien dit 80% de la biodiversité mondiale aujourd'hui est préservée grâce aux peuples autochtones qui savent prendre soin de cette nature, qui savent préserver cette harmonie, parce qu'ils dialoguent avec cette nature, ils ne la considèrent pas comme un objet de consommation de ressources, mais vraiment comme ce qu'on appelle en anthropologie la vision animiste, c'est-à-dire que pour eux, toute forme de vie a un esprit, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, mais aussi les étoiles. Et peut-être que Tanoné peut nous parler... parce que, en fait, originellement, ils sont, comme l'a dit Didier, du territoire du nord-est du Brésil. Ils sont 5000 personnes du peuple Cariri-Choco. 3000 personnes continuent de vivre sur les terres ancestrales avec une forêt primaire. On connaît plus l'Amazonie, mais la Mata Atlantica est aussi une forêt primaire, mais elle a été détruite à 90% depuis la colonisation. Et eux, ils préservent une partie de cette forêt. Et Tanoné, il y a 38 ans, pour des raisons de santé, là on n'a pas assez le temps, mais elle a dû aller à Brasilia et pour refonder, parce qu'il y a eu auparavant des villages autochtones, mais ils ont été décimés avec la construction de Brasilia. Et là, son succès, c'est qu'elle a réussi à fonder le premier village autochtone contemporain. Et peut-être qu'on peut voir une des deux photos qu'on a. On l'a montré déjà. Ta question. Voilà. On l'a projetée tout à l'heure. Elle était, Justement, mais elle tenait pas bien sur l'écran. Justement, pour faire le lien avec ce contexte d'architecture, peut-être que Philippe, tu aurais, par rapport à cette présence au sein de Brasilia de la création de Tanoné. Oui, ouais. Oui, effectivement. Alors, c'est assez émouvant parce que ça fait appel à une partie de mes ressources, ou mes sources aussi portugaises et brésiliennes. Tanoné, est-ce que tu peux nous dire effectivement, évidemment du coup en quelques mots parce qu'on est limité, mais tous les enjeux de recréer ce village autochtone aux portes de Brasilia et effectivement le chemin le bras de fer que tu as dû porter et les enjeux surtout derrière pour le peuple. Si tu veux, je peux lui. Ouais, Philippe, il va traduire. Bon, je vais essayer de. Tanoné quer saber se toda a luta que você teve para chegar a fazer essa aldeia mesmo à porta da Brasília, 38 anos foi o tempo que foi necessário para lutar mesmo para isso. Qual é mesmo les enjeux hein? O início e mais importante, qual é a importância de fazer esta aldeia e
como você também integrou toda essa parte de construção, de criação, arquitetura, natureza, que você levou por esse projeto. Désolé pour mon portugais médiocre. É para eu explicar, né? Oi. A história é muito longa, posso me pois. sentar? Attendez, L'histoire est très attention, longue. l'histoire Elle est est longue. très longue. Non, pour favor. Pode. Gilles, tu as le temps? Eu vou pular, né? Sim, sim, Um dis. pouquinho, né? Como é pouco tempo, eu vou pular várias coisas, né? Na verdade, quando eu fui para Brasília, não foi atrás de território. Elle dit, en fait, quand elle est allée à Brasilia, au départ, c'était pas pour des raisons de territoire. Eu tenho a minha aldeia no Nordeste, Alagoas. Parce qu'elle avait son territoire traditionnel dans le Nord-Est. Então, eu fui para fazer tratamento, porque lá em Alagoas, eu ia ficar sem a minha perna. Tenho 3 cirurgias feitas. Et en fait, elle était allée pour des raisons de santé parce que là où elle était, elle avait, je ne sais pas si elle l'a dit, mais c'était un cancer et elle a eu 13 opérations, 14 opérations à la jambe. Elle a failli perdre la jambe. Oui. Mas o Grande Espírito me tirou dessa cirurgia. Eu fui até a FUNAI, compraram passagem para mim, vim para Brasília. Foi assim que eu vim para Brasília, foi fazer tratamento de saúde. Et vraiment, je suis arrivée à Brasilia. C'est vrai qu'en fait, le médecin voulait l'amputer et elle dit, grâce au grand esprit, ça ne s'est pas passé. Elle est allée à Brasilia pour se faire soigner. Et ensuite, une fois qu'elle s'est fait soigner, moi, elle ne dit pas les détails, mais elle s'est fait soigner aussi avec les plantes traditionnelles. Elle est allée à la FUNAI. La FUNAI, c'est l'institution, la Fondation nationale pour l'Indien qui s'occupe des affaires indigènes. Então, eu ia fazer o tratamento, o exame e ia voltar para a aldeia. Mas o Grande Espírito tocou no meu coração e disse, você não vai, o seu remédio está aqui. Et en fait, elle est très émue parce qu'ils allaient lui faire un autre traitement. De toute façon, j'ajoute, je complète, parce qu'ils allaient la condamner. Il lui avait dit qu'elle aurait plus beaucoup de temps à vivre. Et finalement, elle a dit, voilà, le grand esprit a touché mon cœur. Il lui a dit, tu vas pas faire ce traitement, il y a un autre remède. E aí eu caí no Cerrado, morava parente, foi que morreu. Et de là, elle est allée voir un de ses oncles dans la forêt. Eu fui com ele, contei a história a ele. Et elle lui a raconté le rêve qu'elle avait fait ou lui montrer les remèdes, en fait. E nós encontramos o remédio para a cura. Et donc, on est allé chercher dans la forêt les remèdes pour me soigner. E para economizar o tempo. Et aussi pour économiser du temps. Foram 38 anos de luta. Ça a été 38 ans de lutte. Com meu povo. Avec mon Meus peuple. filhos pequenos. Mes enfants étaient petits à l'époque. Hoje eu tenho filho, já tinha, neto, bisneto. Aujourd'hui, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, des arrière-petits-enfants. E foi assim que ficou a minha aldeia, de 125 pessoas agora. Et aujourd'hui, dans ce village que j'ai fondé à côté de Brasilia, il y a 23 familles. Il y a 125 personnes, sim. mais 23 familles. Então, quando eu estava dormindo, chegou um arquiteto e falou para mim, venha comigo que eu vou lhe mostrar o seu projeto de sua aldeia. Quand elle dormait, en fait, un architecte est venu lui dire dans son rêve, ce projet de village. C'est pas moi, je vous assure. voilà. Donc dans ce rêve, bien aimé, mais... pour lui montrer comment construire ce nouveau village. Elle a rêvé la visite d'un architecte. Então me levantei, era 3 horas da manhã. Il était 3 heures du matin, je me suis réveillée. E eu escrevi. Et j'ai dessiné, j'ai écrit. Que eu ouvi. Elle dit, j'ai dessiné ce que j'ai vu dans ce rêve. Foi que a minha aldeia tinha que ser construído. Et comment mon village devait être construit. Como planeta. Comme une planète. Planeta Terra. Comme la planète Terre. O Sol. Avec un soleil et la lune. E eu escrevi no chão. Elle a dessiné le soleil. E no outro dia passei pour papel. Et après, Après, elle l'a transformé sur papier. Sur papier, oui. Elle a tout mis sur papier. Entreguei na mão da imobiliária. Elle dit, elle l'a donné à un agent immobilier. Tudo
que vai ser feito vai ter que ser redondo. Et As donc, casas toute e la as ocas. voilà, tout ce qui va être construit va être sur la forme circulaire, en rond. Voilà, on voit un petit peu, effectivement, ici c'est V. Je crois que sur l'autre photo, on voit un peu mieux, non? Elle marche C'est- pas. Ouais, Ouais, si, voilà. Donc, tout est circulaire, il n'y a rien de carré, ou alors... Brasilia est ici, ouais. Elle était saute. là. Elle tient pas. Voilà, elle tient pas à l'autre. Bon. Donc là, on a. Bon, je ne sais pas si vous êtes rendu compte. Voilà, elle disait la forme circulaire, et il y a un arc de cercle qui représente le croissant de la lune. O comprido é o centro cultural Et donc, elle a fondé aussi un centre culturel para receber os não indígenas Pour, na reunião. pour les réunions et pour recevoir les personnes non autochtones aussi. Aí tem as 7 ocas Il y a 7 as- huttes e as 14 casas. et 14 maisons. É. Não, 14. Não. Acho que 12, né? Ou 12, elle É sait plus. 12. É 12. Que eu tive que dividir com os Tuxá 4. Então, de 16 Tá bom, tira tá bom. 4, quanto fica? Ouais. Il Tá aime bom. pas. Eu não sei, não. Bon, je pense que vous avez compris un peu le principe. Então, é isso. O tempo está curto. Eu queria O fazer temps um est canto court, para Mais vocês, mas elle dit j'aurais voulu faire un chant pour vous, mais le temps est compté. Tout à l'heure. On peut le faire tout à l'heure. Tout à l'heure, mais tarde. mais tarde. Tout à l'heure. Então, Inaté que é. Merci beaucoup. Merci. Inatekier. Donc ce que je voulais aussi préciser, c'est qu'en fait, ce pourquoi Tanone a reçu ce message et ces informations, c'est parce que aussi 5 peuples ont été décimés pour la construction de Brasilia. Donc elle réveille aussi une mémoire ancestrale de natifs qui étaient là. Et c'est aussi cet engagement culturel, c'est-à-dire que ce n'est pas que faire un sas pour les jeunes qui sortent de la forêt, c'est toujours entretenir ce lien à la nature, et c'est aussi pour honorer la mémoire de ceux qui ont précédé. Donc c'est aussi ce gros engagement qui est important, et c'est en ça aussi que les valeurs avec Seuil, je ne parle pas des ancêtres, mais de cette qualité de requalification des sols, de requalification de nos cultures et autres, résonne assez bien, d'où cette amitié aussi qui est là, quoi. Donc peut-être que Auroraï peut dire 2 mots sur la nécessité de ce rapport à la nature et de cette inscription au vivant, enfin, que nous partageons tous, et notamment avec Gilles. Parce que effectivement, prendre le temps de cette écoute du vivant, de prendre soin des lieux et donc des personnes est un point très important pour eux. Et je crois qu'il est intéressant aussi de ralentir, de se poser et de temps en temps de regarder une herbe pousser et savoir qu'est-ce qu'elle nous offre. Então, a coisa mais importante que nós temos, nós, todo humano no planeta Terra, La chose la plus importante que nous avons tous, les habitants de la Terre, nous tous, é a água. c'est l'eau. A água é a coisa mais importante que temos para a sobrevivência C'est la chose la plus importante que nous vida. avons tous pour survivre la vie. E tem muitas nascentes sendo destruídas a mineração de áreas, territórios indígenas. Il y a beaucoup de destruction des territoires à cause des exploitations minières E também a sujeira, né, na água, a poluição. Ah oui, et il y a aussi, a surgi aussi les pollutions de l'eau, Des nappes. Ouais. des nappes phréatiques. Ouais. Então a água ela faz com que tudo tenha vida, a floresta, Et l'eau, c'est ce qui donne la vie à tout, à la forêt, a vida humana. à la vie humaine. Então a gente temos o maior respeito pela Nous, água nous avons énormément de respect pour l'eau.
água, terra, La terre, ar, animais les animaux, e as árvores. les arbres. Porque na hora que acabar a água, acabou Parce tudo. que s'il n'y a plus d'eau, tout sera terminé. Nada mais tem sentido nessa vida. Il n'y aura plus rien de vivant sur cette terre. Então as pessoas têm que se preocupar mais em respeitar, pelo menos cuidar das nascentes das águas. Donc vraiment, on doit tous se préoccuper et prendre soin de l'eau, se préoccuper du sort de l'eau. É ela que nos dá a nossa alimentação, C'est elle qui nous donne notre alimentation. é a água que nos cura a todo momento. C'est aussi l'eau qui nous soigne à tout moment. É o remédio mais sagrado do C'est le Espírito remède Santo. le plus sacré que nous avons, l'eau. E como nós respeitamos muito essas coisas sagradas que o Grande Et comme Espírito deixou para nós, nous respectons beaucoup toutes ces choses sacrées que le Grand Esprit a créées, vamos cuidar mais dela, donc porque nous allons encore plus prendre soin d'elle. é só nisso que eu me preocupo para o futuro. C'est vraiment ça qui me préoccupe pour le futur. Depois vem as demais coisas, né? Et après vient le reste, plus de choses. Que não são poucas, são muitas coisas que devem que ser são tomadas numerosas. providência. Obrigada. Merci. Merci. Oui, c'est donc ce rapport au vivant qui est essentiel. Et là, voilà, avec la revue native, on a donc une marraine d'ailleurs, et nous avons le privilège d'avoir aussi un parrain d'ici, qui est Gilles. Nous avons cet honneur aussi de l'avoir accueilli. Et quand, grâce à Frédéric, j'ai rencontré Gilles dans son lieu dans la Creuse, ma première information, ça a été de constater qu'il y avait ce dialogue des plantes entre elles, cette bienveillance du sol où des espèces discutaient entre elles et vivaient entre elles, avec ce regard bienveillant et connaissant de Gilles, qui a fait, alors c'est ma perception, qui a fait de ce lieu un lieu de partage, un lieu vivant et accueillant et bienveillant. Et donc, voilà, je vais laisser la parole. Pardon d'avoir été un peu long aussi avec Tanone et Ururai. Et merci de votre écoute. Merci. Bon, on a complètement dérapé le planning. On s'en excuse. J'espère que c'est OK pour vous. Mais On va rattraper. Du coup, on va accueillir Frédéric Basset, qui est journaliste et auteur spécialisé en environnement. Vous voyez quelques ouvrages à l'image et apparaître devant elle, et qui va faire ce vif portrait de Gilles pour notre plus grand plaisir. Ça va être un très très vif portrait parce qu'on a pris beaucoup de retard. Voilà, bon, on va y arriver quand même. Donc voilà, pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà Gilles Clément. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on dit qu'il est ingénieur horticole. C'est vrai, hein, tout ce que je vais vous dire, c'est vrai. Hein. Il est ingénieur horticole, paysagiste, ancien professeur de l'École nationale du paysage de Versailles, entomologiste, écrivain. Tout ça est vrai, mais Gilles arbore tous ses titres, mais il préfère se dire jardinier. Voilà. C'est vrai ? Il confirme. Hein. Il confirme. D'accord. Bon, restez donc, ne partez pas. Mais il confirme, donc vraiment c'est d'abord jardinier. Il est l'auteur de 3 concepts majeurs. Le jardin en mouvement, dont le postulat est faire le plus possible avec, le moins possible contre. Et c'est en jardinant dans son jardin dans la Creuse que Gilles a observé le déplacement spontané des plantes. Et il s'est dit, il s'agit de les laisser s'épanouir où elles veulent, même si elles ont poussé au milieu de l'allée. Et donc, c'est le chemin qu'il faut changer de place et pas déranger les plantes. Le deuxième concept, c'est le jardin planétaire, avec une magnifique exposition à Paris, à la Villette, en 99, qui malheureusement n'a pas tourné. On espère peut-être un jour elle tournera.
Et donc, à l'image d'un jardin, nous vivons sur une planète finie, l'enclos planétaire, c'est-à-dire la biosphère, et une planète dont ces jardiniers, c'est-à-dire en fait l'humanité, hein, nous, on doit prendre soin de ce jardin. Et Gilles dit dans Thomas et le voyageur, un de ses livres, le jardin planétaire est un lieu sans échelle et sans intention formelle préalable. C'est un jardin virtuel, cependant il n'est pas sans jardinier. Voilà. Donc pour Gilles, le jardin planétaire pourrait se formuler ainsi. Peut-on exploiter, enfin c'est comme ça que tu l'as défini, peut-on exploiter la diversité après l'avoir solidement repérée et comprise sans la détruire? Voilà. Enfin, le dernier concept majeur de Gilles, c'est le tiers-paysage qui s'inspire de l'abbé Sieyès qui en 1789, donc c'était pas hier, qui disait « Qu'est-ce que le tiers-état » Il répondait lui-même « Tout. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Rien. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. » Et donc Gilles s'est inspiré de ce tiers-état pour créer le tiers-paysage, qui sont des friches abandonnées par la main de l'homme et qui constituent un réservoir de biodiversité fabuleux. Voilà. Donc maintenant, je vais rapidement laisser la parole à Gilles et lui demander quand même que t'inspire le thème de cette journée des bâtiments au jardin, créons avec le déjà là. Merci. Merci Gilles. Alors d'abord, bonjour à tous, mais je voudrais faire un signe comme ça à vous, parce que vous faites partie des humains sur la planète que je respecte le plus, qui m'ont le plus impressionné. Pas seulement les animistes amérindiens, mais d'autres. Mais évidemment, c'est quand même en Amérique du Sud, en voyageant dans cette région du monde, que j'en ai rencontré quelques-uns. Et ça m'a définitivement frappé. Nous partageons tout. Et j'ai cru qu'à un moment donné, je me transformais moi-même en un animiste. En France, c'est pas facile. Hein. On n'est pas... Voilà. Et je recommande le livre que vous connaissez peut-être déjà d'Escola et Pignocchi, Les ethnographies du futur, où justement sont mises en avant toutes ces sociétés humaines qui parviennent à vivre sans détruire. Et ça, il n'y a que pour l'instant. Hein. Alors, c'est vraiment important. Alors Frédéric, gentiment, m'a présenté. Voilà. Je dis que je suis jardinier, ça c'est vrai, hein, parce que je me suis bien obligé de mettre les mains dans la terre quand on veut faire quelque chose dont on voudrait se nourrir, par exemple. C'est même plein d'autres façons d'intervenir. On est là avec quelque chose qui se développe dans le temps, qu'on ne maîtrise pas du tout. On est en dialogue. On fait quand même du paysage. Mais on fait surtout quelque chose qui est un rapport avec des êtres vivants qu'on ne maîtrise pas vraiment. Ce n'est pas le cas forcément des paysagistes, qui ne sont que paysagistes, si je puis dire. Parce qu'eux peuvent faire une construction dans l'espace avec du béton, avec du bois, avec des jeux pour enfants, avec des routes, avec de l'arrosage automatique pour je ne sais pas quoi, de l'éclairage, des choses inutiles, pas forcément utiles en tout cas, et quelquefois des plantes, mais ça n'est pas dans une obligation. Le jardinier, il est obligé. C'est très important. Donc j'insiste quand même là-dessus, sauf que j'ai changé un tout petit peu ces derniers temps, et je dis que finalement je suis terroriste. Enfin, c'est pas moi qui le décide, hein, ce serait un peu prétentieux. J'ai pas les armes pour ça. Mais ce sont nos gouvernants, c'est la d'harmonisation du vocabulaire qui a modifié un peu les choses.
Donc les gens qui protègent le vivant sur la planète aujourd'hui font extrêmement peur à ceux qui sont dans la névrose de la consommation pour faire du fric et qui tuent tout. On ne le dit pas suffisamment. Donc, sans le savoir, j'ai découvert, c'était au mois de juin, hein, c'est récent, que j'étais terroriste. Alors je me suis présenté comme ça sur France Culture l'autre jour, parce que ça m'a paru clair. Je comprends qu'effectivement, on fait très très peur à ceux qui veulent que l'on consomme. Mais comme on est dans l'obligation complètement de changer de mode de vie, il va falloir, sans vouloir absolument utiliser le mot terroriste, parce qu'on n'a quand même pas les armes qui tuent, mais bon, trouver un vocabulaire qui serait plus agréable, et en tout cas pas celui des co-terroristes ou terroristes tout court, comme Darmanin le voudrait bien. Alors là, voilà des nuages. Est-ce que c'est moi qui te passe ou tu te le passes Moi, tout je peux seul? le faire si tu veux. Allez, je vais là-bas alors. Attends, c'est ça? Ouais. Voilà, on est dans les nuages, là. Il l'a dit, hein, c'est l'eau. Hein. Bon, on va être dans l'eau jusqu'au bout, là. Je vais aller vite, j'ai combien de temps? Hein? 20 minutes, 20 bonnes minutes. Je crois que ça va aller, on va essayer. Donc c'était difficile pour moi hein, d'aborder le sujet d'aujourd'hui du réemploi, mais bon, je vais vous montrer quelques images. La première des choses, alors j'ai divisé ça, attendez, c'est un petit plan. J'ai divisé ça de façon suivante. Le jardin vivrier, c'est la première des choses dont on a besoin, parce que nous ne sommes pas capables, nous, de vivre comme les Amérindiens avec la chakra. La chakra, c'est un morceau de forêt dans lequel, en fait, on intervient, mais ça ne se voit pas du tout. On peut cueillir, récolter, mais on peut planter. C'est leur jardin. Malheureusement, nous sommes beaucoup plus dans l'artifice. On n'est pas dans le même climat non plus, ça s'explique, bien sûr. Mais on ne peut pas vivre sans ça. Sauf qu'on est évidemment là dans quelque chose qui ne plaît pas du tout à ceux qui nous gouvernent. C'est pourquoi le titre « Jardiner, c'est résister ». Si on fait un jardin vivrier, on fait des choses qui nous nourrissent mais qu'on n'achète pas. Vous vous rendez compte? On n'est pas dans la consommation. C'est très mal vu. Deuxièmement, le réemploi. Je montre quelques exemples. Troisièmement, l'économie de la non-dépense. Voilà. C'est divisé en jardin potager, le réemploi des matériaux, la requalification de certains sites dans notre métier. Là, on est dans un réemploi qui est vu à une autre échelle. Et puis, donc, l'économie de la dépense, éventuellement ne rien faire, et l'eau. Alors, comme moi, j'ai dû m'installer dans un terrain qui était une friche, en fait, j'ai commencé par faire, sur la seule partie plate, un tout petit potager. Hein. C'est une série de carrés. Tiens, voilà, vous les voyez, là. Là. Et il y en a comme ça 9, mais c'est petit, hein, ça reste modeste. De toute façon, c'est pas une production pour faire de l'argent, c'est juste pour arriver à vivre un tout petit peu. Mais si je parle de cette question-là aujourd'hui, c'est parce que il y a aussi des fleurs qui vont avec, hein, ça c'est normal. Il y a un changement de regard sur cette dimension-là. Le potager, il est maintenant un peu à toutes les échelles. On le trouve dans la ville. Les jardins partagés sont des jardins potagers en général. Mais là, il y a aussi des œuvres d'art, évidemment. Ça, c'est un professeur qui est venu avec ses étudiants faire ça chez moi. Mais il y a aussi de l'artifice, de la culture comme ça. À la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on voit bien que c'est là-bas, hein, ça. Qu'eux, ils arrivent à produire énormément parce que tout le monde se nourrit sur le terrain avec des élevages et des cultures sans qu'ils détruisent pour autant le paysage. Heureusement, il n'y a pas de terrain d'aviation. Ils font même des cultures pour fabriquer de la bière et ainsi de suite. Mais ça, c'est une photo prise la semaine dernière dans la Creuse, à Aubusson, où il y a un certain nombre de producteurs vivriers, dont un, ça c'est le jardin d'Adrien, qui en fait un commerce, c'est son métier. Mais il arrive, avec moins d'1 hectare, à faire vivre toute sa famille, ils sont 4, tout en bio, bien entendu, sur une surface où on ne pourrait pas, en agriculture intensive, faire vivre même pas une demi-personne, hein, rien. Il faut presque 200 hectares pour arriver à en faire vivre 2, quoi, vous savez, en élevage, en Limousin.
Et lui, il s'en tire bien. C'est quelqu'un qui est sorti d'une école de design. Il a un diplôme à haut niveau et il met les mains dans la terre. Il tient un discours extraordinaire et il fait quelque chose aussi qui, sur ses bâtiments, qui a une dimension artistique. Pourquoi on m'a demandé ça, d'aller le voir? Parce ils sont en train, le CAUE de la Creuse, commande une étude, plusieurs personnes, dont Simon Hureau qui est dessinateur, moi, pour faire une réflexion, etc., sur qu'est-ce que devient la Creuse demain, comment la revisite-t-on, quelles sont ses qualités. Ses qualités, c'est qu'elle est vue comme quelque chose qui n'est pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas d'industrie, parce qu'il n'y a pas de richesse. C'est un pays pauvre. Et justement, l'intérêt vient de ce que ce pays-là n'est pas perturbé par une surproduction. Il n'y a pas énormément d'habitants. Peut-on repartir de ce niveau pour inventer un nouveau mode de vie, changement de mode de vie complètement? Est-ce possible? On ne sait pas, hein, mais on va réfléchir à ça. Et ça, c'est Juliette. Un peu plus loin, hein, si on est plus près de A1, ça s'appelle comme ça, qui elle aussi fait des cultures, évidemment sous serre, là, vous les voyez, et qui ne voudrait rien faire d'autre que cette production-là, tellement elle a requalifié son mode de vie à un point tel, en faisant ça, hein, elle était à Paris, elle faisait des grandes études et tout ça, elle n'en pouvait plus, quoi. Et elle vit de ça. Bon, ce sont deux exemples, mais qui illustrent une problématique d'aujourd'hui. La question même de la diversité, elle arrive aussi par le potager, bien entendu. C'est autour du lac Titicaca qu'on trouve toutes les pommes de terre avec une énorme diversité. Je ne sais plus combien il y en a, j'ai oublié. Là, on est avec une autre plante d'Amérique, les tomates. Et il y a c'est un de mes anciens élèves qui fait ça. Lui, il en sous-sert aussi toutes les diversités qu'il peut de la tomate qu'il importe, mais qui sont maintenant développées en Europe un peu partout. On est dans le brassage culturel. Dans le cas qui est le travail qui est en rapport avec les thèmes que vous abordez ici, la question du réemploi, elle n'a rien à voir avec celle que vous développez parce qu'elle est vue avec une échelle extrêmement, très énorme, celle de la refaire un bâtiment, qu'un quartier. Mais on peut l'imaginer, et là il faut des moyens, une structure, une organisation, et c'est très très courageux, hein, c'est magnifique. Mais on peut l'imaginer à une échelle complètement artisanale. Un humain, il peut réemployer tout seul. Bon, moi, j'ai fait ma maison. Hein. Vous en voyez un petit bout là. Et j'ai donc récupéré des pierres de granit qui étaient un peu abandonnées. Et puis j'ai été chercher des pierres de schiste pour qu'on ne voit pas les vides entre les pierres que je posais. J'ai juste fait du mortier. Ça, c'est pas réemployé, hein, c'est les fabriquer, celui-là. Tandis que les autres pierres, oui. Et j'ai été jusqu'à réutiliser des grandes dalles, que vous voyez là, et qui étaient abandonnées, parce que c'était pas chic d'avoir ça dans les maisons, par terre, et en creuse, hein, alors que c'était quelque chose, un matériau que, bien sûr, tout le monde avait utilisé au début, mais c'était remplacé à l'époque. J'ai commencé la construction en 77, à l'époque où on faisait du béton, hein. C'était les parpaings. Bon, moi, je les ai récupérés pour différentes façons de construire la maison, y compris pour faire des... Vous voyez, comme ici, le montant de chaque côté, il y en a un, c'est des pierres brutes, de l'autre, c'est des pierres récupérées, que j'ai trouvées au bord des routes, puis des maisons qui détruisaient pour faire des choses en parpaing, pour le tout solaire, pas solaire, ça n'existait pas, tout électrique. C'était incroyable. Et je pouvais soit les prendre directement, soit les demander à les acheter, mais ça valait rien. Et là, vous avez une pierre d'évier. Il y en a plusieurs, j'en ai plusieurs, dont une que j'ai fait le seuil. Voilà. On est ici, au seuil. Ça tombe bien. Sauf que ça, c'est pour faire couler de l'eau. Vous voyez la façon dont... Bon, je ne vais pas laisser tomber ça, hein, si j'ai au pied de... Une digression, on s'appelle Seuil Architecture parce qu'on a lu à l'époque le livre Les Portes. Oui, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé écrire.
Et que bizarrement, on m'avait demandé de... j'ai commencé par montrer des images à l'école d'architecture de Versailles, pas du paysage. Et on m'a demandé plusieurs fois parce que c'était effectivement lié à l'architecture directement. Et oui, quand on franchit une porte, on rentre dans un autre monde, toujours. Donc c'est très important, la notion de seuil. Donc voilà, donc ça c'est de la récup, du réemploi, mais à une échelle purement artisanale. Ici, je montre une réutilisation du bois qui a été le résultat de la taille de l'arbre qui est tombé, enfin qu'il a fallu couper, qui est un immense eucalyptus dans un jardin que j'aime beaucoup, le domaine du Rayol qui est dans le Var. Et le plus vieil arbre, lui, il avait fini sa vie et on a réutilisé pour en faire une terrasse. Alors ça, c'est quelque chose qui rejoint les surbilles. Je ne sais pas si ce terme, vous le connaissez. Moi, je l'ai découvert récemment par le fils d'un maçon devenu sculpteur, devenu architecte, que j'avais rencontré dans un travail que j'avais fait avec lui à l'île de la Réunion. Son fils s'occupe du bois. Et lui, il a... Le terme, je le connais depuis pas longtemps. Il veut réutiliser des branches qu'on n'utilise jamais pour l'architecture, pour les charpentes. Et moi, il se trouve que ça m'est arrivé, mais par accident. Chez moi, ça c'est chez moi, dans cette maison dont je parle. Le menuisier à qui je me suis adressé pour faire l'escalier, parce que moi, je n'avais pas d'outils pour faire m'a dit « Ah non, 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 on peut pas, c'est pas possible, il y a une fenêtre ici, il y en a une là-haut, ça tourne, je ne saurais pas le faire. » Moi, j'étais très embêté. Donc, je suis parti dans une forêt de châtaigniers avec un voisin qui, lui aussi, a construit sa maison. Et puis, on marchait, et finalement, on est tombé, on regardait les branches en l'air, on est tombé par terre parce qu'il y avait une branche, elle était déjà là, qui nous attendait. Et c'est celle-là. Elle est incroyable parce qu'elle se ramifie en haut, elle repose sur le... Enfin, c'est tout bien, quoi. Et alors, c'est pas tout à fait dans les normes, il n'y a pas de garde-corps, tant pis. Mais on peut réutiliser. Voilà comment ça fonctionne. Tout simple. Et la question que je me suis posée, ça c'était en Libye, dans un voyage que je faisais, pour travailler sur Tripoli il y a très longtemps, puis ça s'est arrêté. Est-ce qu'on peut recycler la terre? Ça, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse, mais ça peut durer très 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 longtemps, par contre, ces architectures-là. Et ce que j'avais trouvé très triste, c'est que dans les parties en oasis complètement construites en terre, où on était très bien à l'intérieur, climatisé, impeccable, quand on sortait dehors, il y avait leur maison nouvelle avec tout le matériel moderne et tout, invivable. Donc il y a quelque chose à revoir complètement dans cette histoire-là. Les nuages, vous avez compris, c'est les thèmes. À chaque fois, on passe d'un thème à l'autre. Réutilisation d'espace. Là, on n'est pas dans un réemploi d'un objet à quelque échelle que ce soit, mais d'un espace. Ça, c'est le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire. C'est du béton. J'ai fini par... Enfin, c'était une proposition qu'on me faisait, parce que ça allait devenir un espace public, et maintenant, c'est un jardin, avec les 3 espaces différents, parce que peut-être vous le voyez... je ne sais pas si on revient en arrière, là. Oui. 3... Les chambres d'éclatement terminées, c'était le toit de la base sous-marine, pour éviter qu'il y ait des sous-marins atteints par les bombes, il fallait qu'il y ait ces poutres posées sur les murs. Donc ça, c'est fini. Ça ne l'était pas encore, il restait les poutres. Et la 3e partie, il n'y a rien. La guerre était finie, ça a été fait par les Allemands, commandé par les Allemands, mais fait par des prisonniers français, enfin qui étaient un peu résistants, et qui, du coup, paraît-il, aurait fait un béton maigre. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, il est poreux, ça c'est sûr. Bon, j'ai fait le jardin, voilà, je vous passe très vite. Ah, ouais, bon, d'accord. Et dans la partie des chambres d'éclatement terminées, c'est un bosquet. Dans les autres parties, ce sont des jardins avec des plantes qui résistent à un milieu extrêmement sec. On est quasiment sur du caillou. Et puis, il y a même un canal qui emprunte, ça c'est fabriqué, emprunte des portes qui, elles, existaient, d'un mur à l'autre. Ah, bon, alors attendez, je reviens. Et pour vous dire que
cet endroit-là est menacé aujourd'hui d'être détruit parce qu'ils veulent le rendre étanche. Étant donné qu'il y a des salles qu'ils ont mis en dessous, à la ville de Saint-Nazaire. Alors là, ça pose un peu un problème parce qu'il y a des gens qui se sont attachés à ce jardin et qui disent non, 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 on ne veut pas qu'il soit qu'il va être démoli complètement. Donc, est-ce qu'on peut accepter dans le réemploi d'un espace comme celui-ci, d'une architecture militaire, qu'il continue à y avoir des fuites? C'est pas un problème, parce que ça le fragilise pas tellement, hein, franchement. Hein. Et moi, quand je suis arrivé, parce qu'on m'avait demandé est-ce qu'on peut faire quelque chose, et que j'ai vu des plantes qui poussaient, bah oui, parce qu'il y a des fissures partout, c'est génial, évidemment. Ça, c'est un autre endroit qui est extraordinaire, parce qu'un paysagiste, même un architecte, il ne pourrait pas faire une chose comme ça. Une cascade de lierre, c'est une carrière abandonnée, et je disais qu'il fallait pas, qu'il voulait construire un immeuble, hein, là, que c'était plutôt quelque chose à préserver. On est dans la ville de Nantes, ça a fini par l'être, hein, mais il y a eu des bagarres, et ça a été devenu un parc public. Par contre, j'aurais bien dit que oui, on enlèverait ce bâtiment. Parce que quand même, hein, on est dans la base de l'ancienne carrière, là. Le jardin, il est tout fait, quoi. On peut marcher partout, c'est génial. Et on ne voit pas la Loire. Alors que c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. C'est l'eau, justement. C'est ça qu'il faudrait, je ne dis pas sacraliser, mais en tout cas protéger, vénérer. Bon, ils sont encore en train de discuter, parce que moi, dans mon projet, je disais, on garde un tout petit bout de ce bâtiment, parce qu'il a été fait par NBIC, vous savez, c'est les archis, hein, qui ont fait le premier béton armé. Alors, il est sacré, sauf qu'il ne sert à rien. Bon, donc on en garde un petit bout, là, c'est tout, puis on va jusqu'à la Loire. On pourrait. C'est difficile à faire passer. Hein. Et la même chose, pas tout à fait quand même, réemploi d'un volume de terre. Ça, c'est la Euralille, ce qui a donné le parc Matisse. On est à la gare TGV Lille-Europe. Et vous voyez une espèce de relief de colline, là. Alors ça, l'enlever était très coûteux. Et puis moi, de toute façon, ça m'intéressait de garder un relief qui est fait avec des gravats qui sont ceux de l'excavation, la fabrication de la gare. Et on a fini par faire une proposition. Au début, c'était un carré, on a changé. On a choisi la forme d'une île qui existe aux antipodes de la ville de Lille. C'est cette espèce de forme organique que vous voyez là, qui correspond à l'endroit où il y a le volume, la colline, et ça a donné cet objet-là. Je ne comprends pas pourquoi on a des petites images, mais vous les voyez quand même. Bon, voilà. Donc ça, c'est laissé à la nature elle-même et valorisé parce que cette nature vient spontanément toute seule, et c'est pour dire, voilà, quelque chose où on ne fait rien, c'est la nature qui le fabrique, on le met en valeur comme un trésor. Malheureusement, la ville a pris peur de ce truc, parce que les habitants avaient dit c'est une friche, c'est pas beau. Ils ont planté des arbres pour cacher le socle. Vous les voyez, les arbres, là? C'est un peu bête, hein? Parce qu'aujourd'hui, on saurait dire, oui, ça a évolué, hein, maintenant c'est devenu une énorme forêt. Mais les arbres, là, il faut venir avec une tronçonneuse, hein, pour les couper. Bon. Ouais, c'est embêtant, hein? Ça, c'était il y a 2 ans. Donc, les écoles du jardin planétaire, qu'est-ce que j'ai dit là? Ne rien faire transporter. Oui, non, ce sont les ateliers de la non-dépense, mais c'est la même chose. École du jardin planétaire, ça rejoint un petit peu tout ce qui a été évoqué par nos amis brésiliens et que je trouve très important. Et là, j'en suis à la 5e dans, disons, le parrainage, hein, parce que moi, je ne suis pas partout. Et récemment, au juin dernier, ça a été la mise en œuvre. Ce n'est pas moi, c'est l'architecte, hein, Constantin Petcu et sa femme Doina. Ils sont roumains tous les deux. Elle est propriétaire de ce terrain-là. Ils travaillent à Paris, on se connaît pour ça. Et il y a longtemps qu'on est en rapport, en accord sur les questions du recyclage, d'ailleurs, de matériaux, réutilisation. Et là, ils ont fait ce bâtiment pour accueillir le public qui veut aller apprendre comment on fait pour même question, vivre sans détruire. Donc c'en est une.
Elle est la première année de fonction, mais ça va se développer avec des gens qui travaillent direct sur le terrain, y compris pour faire des activités quelquefois qui ont l'air ancestral. On dirait qu'on revient au siècle d'avant, mais c'est pas comme ça. Tout le monde a son téléphone portable. Hein. Sauf que, on arrive avec une faux à faire un travail beaucoup plus rapidement qu'avec un rotophile ou une machine. On ne pollue pas et on ne détruit pas les insectes. Donc on se repose des questions là-dessus. Résultat, on est en train de faire des ateliers de fauchage aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui s'occupe de faire venir des lames de faux en quantité en France pour faire des ateliers dans des endroits très diversifiés. Moi, je n'en reviens pas parce que ce n'était pas prévu du tout. Mais en même temps, c'est bien le signe qu'il y a une préoccupation sur le vivant à tout niveau. Hein. Et puis ça, c'est une vieille photo que j'ai trouvée très intéressante sur une rizière où on ne travaille pas avec un moteur. Économie de la non-dépense. Là, vous voyez rien, peut-être. Alors, je vous le dis, hein, ça, c'est un champ d'ortie. C'est une vallée un peu plane, mais heureusement impactée par des intrants, des trucs qui eutrophisent, qui font que les orties poussent. Il n'y avait que ça. Et j'ai fait la proposition du jardin d'ortie. C'était la ville de Mel pour une biennale d'art contemporain. Une plateforme, un bassin, tout ça fabriqué évidemment, et les chemins aussi. Mais comme les orties piquent, on taille un tout petit peu pour que le public, parce que c'est un jardin public, ne se pique pas. Pourquoi ce jardin d'ortie ? Parce que ça venait juste en 2007, après la loi d'orientation agricole, qui interdit l'usage des PNPP. Vous voyez ce que je veux dire ? Produits naturels peu préoccupants. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Et donc c'était infernal, inacceptable. On n'a pas le droit de faire le purin d'ortie, ni de prêle, ni de consoude, ni de machin, parce que ces trucs-là, ça renforce l'immunité des plantes, on n'a même pas besoin de les nourrir, ça empêche les maladies, ça a des qualités merveilleuses. Voilà. C'est exactement comme quand ils sont allés retourner dans la forêt pour retrouver leurs médicaments. Ils ne les ont pas achetés. Hein. Ils savent de quoi ils parlent. Et là, c'est la même chose. Ça fait très longtemps qu'on sait comment ça marche, ce truc-là. Mais là, on nous fait une loi d'interdiction d'accès à la gratuité. C'est insupportable. C'est pas possible. On ne peut pas continuer à faire ça. Comme les semences qu'on n'a pas le droit de récupérer et de semer alors qu'on les a. La plante, on les a cultivées chez nous. Vous voyez où on en est quand même. Hein. Bon, moi, je m'énerve là, mais il faut pas. Enfin, vous comprenez, il y a de quoi s'énerver quand même. Finalement, ils ont passé un amendement. Alors, pour l'instant, ils ne nous embêtent pas trop. Tout le monde peut faire son purin d'ortie. Mais ça, c'était un jardin avec le petit pont pour y aller, avec le filtre pour justement filtrer, montrer comment on fait, et on distribuait le vendredi une petite bouteille de purin d'ortie aux gens qui viennent au marché. Ça continue, hein, c'est un Mel. Et on a même introduit des orties venant de l'Himalaya et dans d'autres pays. Aujourd'hui, on rajoute à toutes ces activités-là, qui ont l'air un peu archaïques, d'autres qui sont celles de l'élevage des moutons. Ça, c'est un architecte que j'ai connu comme étudiant qui élève ses moutons. En plus de ce travail qu'il fait, polyactivité. Hein. Il n'est pas le seul, j'en connais d'autres. Et là, ces gens-là sont de plus en plus sollicités. Olivier Marcouillou, que vous voyez là, organise la tonte de toute la strate herbacée de l'arboretum de Chevreloup, qui est un des plus grands à Versailles, hein. Mais il y en a plein d'autres maintenant qui sont sollicités. C'est-à-dire qu'on commence à abandonner petit à petit les moteurs, c'est-à-dire ce qui détruit. Parce que malgré tout, on ne s'en rend pas compte, hein, mais ça fait du dégât. Bon, je passe en vitesse. Dans ce parc-là, on a invité des moutons à gérer. On est dans la ville de Lyon. La partie au centre, elle est tondue, c'est pour rassurer. Mais sur les fauches, sur les côtés, c'est pour donner aux animaux. Et ceux-là sont spéciaux parce qu'on n'a pas besoin de s'occuper d'eux. C'est des moutons presque autonomes, hein, des moutons de Sohay qui ont été pendant des années abandonnés sur une île au nord de l'Angleterre et qui finissent par savoir comment vivre seuls. Il faut quand même leur donner un peu à manger. Hein.
Voilà, et bon, et ça, c'est des détails sur des choses qui sont, c'est juste emblématique, hein. Mais comment pourrait-on faire pour ne pas faire des dépenses inutiles, mais malgré tout obligatoires? Faut-il, moi je suis à 6 km de la première poste, que j'aille porter une lettre à 6 km, alors que de toute façon, le facteur passe. Mais il n'y a aucune boîte aux lettres conçue pour qu'on puisse mettre la lettre que l'on veut envoyer. Donc j'en ai dessiné une, vous la voyez là. En haut, vous mettez le colis ou l'enveloppe que vous voulez envoyer. En bas, en dessous, il met les trucs qu'il reçoit. Et vous ne dépensez pas 12 km aller-retour pour une lettre, quoi. Parce que quelquefois, on est obligé. Bon, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? C'est-à-dire être dans une autre économie de la non-dépense? Voilà la bête, avec l'enveloppe qui va partir. Est-ce qu'on peut accepter, sans se traumatiser le cerveau, des espèces qui sont contentes de vivre là, même si elles ne sont pas locales? Là aussi, je m'énerve beaucoup, parce que c'est vraiment, vraiment invraisemblable de penser qu'il y a des textes qui nous obligent à utiliser une liste de plantes prétendument locales. Rien n'a jamais été local. Les chênes, ils sont pas de chez nous, hein. Ils sont arrivés il y a 10 000 ans, d'accord? Enfin, c'était du sud de la péninsule ibérique d'un côté, du sud de la péninsule italienne de l'autre, après la dernière glaciation. Il n'y en avait pas. On les a sanctifiés, on dit c'est local. Mais non, rien ne l'est. Tout change tout le temps. Et on nous dit ça, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Ça, vous n'avez pas le droit parce que c'est soi-disant une plante étrangère. Non mais franchement, alors qu'elle est contente de vivre là. C'est tout. Et avec le changement climatique, nous on fait quoi? Si celles qui sont contentes, on les vire, et celles qui ne peuvent plus supporter s'en vont, il reste quoi? On est dans une position très grave, hein. Et j'ai beau essayer de discuter avec ceux qui ont la responsabilité des textes, là-dessus, ça ne marche pas, ils sont bloqués par les normes. On est dans un pays de normes. Bon, alors ça, c'est écrit par Thévenin, qui est génial, qui fait des détails là-dessus, qui montre l'usage et l'utilité de toutes ces espèces. Ça, c'est une chose que j'avais pris dans un prétendument accueil à un bâtiment écologique dans le fleuve Tijuana, mais côté Amérique du Nord, au nord du Mexique, où il y avait les plantes soi-disant envahissantes, hein, qui font peur. Vous voyez comme elles font peur. C'est que des trucs d'Europe ou d'ailleurs. Alors qu'eux, ils ont tué tout le monde, hein. Mais bon, on a peur de ça. Bon, donc ça ne tient plus, quoi. On ne peut pas continuer à avoir ce discours-là. Et puis je finis par ne rien faire et l'eau, deux thèmes importants. Ça, c'est l'année dernière à Volklingen, qui est près de Saarbrück, où il y avait des grandes usines industrielles qui ont été abandonnées, mais il y a maintenant plus de 25 ans, 30 ans. C'est extraordinaire, hein. C'est devenu un lieu touristique pour voir comment les végétaux s'entremêlent dans la ferraille. Et ça donne un truc assez beau, hein. C'est un peu bizarre, mais bon. Donc là, on ne fait plus rien. Voilà. À Bucarest, là, on n'est pas au même endroit. Ils laissent pousser des rideaux de lierre, ce qu'on ne ferait pas chez nous. Ils ont plein de miel à l'automne et ça tempère les murs. Et enfin, la question de l'eau. Alors là, vous voyez le trône. Il s'agit des toilettes sèches, que j'appelle les TSP, toilettes sèches de proximité, hein, juste à côté de la maison. Donc on ne dépense pas d'eau. Et c'est très très important. Parce qu'avec les chasses d'eau, je ne vous raconte pas, hein. Mais enfin bon, ça c'est dans mon secteur. Mais j'ai fait un projet qui est en rapport direct avec ça. Ascension du mont Gerbier de Jonc. J'ai oublié la date, 2009, je crois. Enfin bon, 2 mois et demi de sécheresse. Après 2 mois et demi de sécheresse, tout était un peu grillé, un peu sec et tout. J'arrive pas tout à fait en haut. Je vois... non, ça, on n'y est pas. Je vois une goutte d'eau qui tombe comme ça, tuc, tuc, tuc. Je me dis, c'est quoi ce truc? Comment ça se fait? Il n'a pas plu. C'est pas possible. J'analyse ce relief, qui en fait
Et la cheminée volcanique du Mont Jabiedjon, c'est de la phonolite. Hein. Ça se condense facilement là-dessus la nuit. C'est pour ça qu'il y a de l'eau qui coule. Et je me dis, c'est une tour à eau, ça s'appelle comme ça. Puis j'en parle au lieu local, enfin bon, aidez-moi, truc de l'Ardèche, au parc. Et ils me disent, ouais, c'est intéressant, on va vérifier, etc. Et ils me commandent une tour à eau 2 ans après, 3 ans après. Là, j'étais un peu embêté parce que moi, j'ai jamais fait ce truc-là. C'est pas mon métier a priori. Hein. Mais j'ai fait un dessin. Bon, ils sont voilà avec les mêmes pierres. Peut-être l'humidité se condense là-dessus. Avec des ailettes, ça va accélérer. Tout ça, c'est de la pierre sèche, sauf le bassin de récupération. Et je suis allé voir un ingénieur en physique de l'eau comme ça, de ces sujets-là, à Paris, qui m'a dit, ouais, bon, ça ne peut pas être très rentable, mais c'est possible. Je me dis, bon, si c'est possible, on le fait. Et finalement, je me suis juste restreint à faire ces dessins minuscules, et une équipe de muraillés incroyables, le groupe Ellipse, s'est servi de ça, et en un mois, ils ont fait ça. Et un mois encore après, la vasque était pleine d'eau qu'on pouvait boire, qu'on peut toujours, parce qu'elle est toujours là, on récupère l'eau. Alors évidemment, on est sur la ligne du partage des eaux en Ardèche. Bien sûr, ce n'est pas un pays où il pleut jamais, on n'est pas dans le désert. Mais c'est quand même un symbole important, une manière de parler de cette urgence vraiment partout aujourd'hui et d'évoquer la possibilité d'avoir de l'eau, même dans des endroits où c'est très difficile. Vous savez, sur les versants sud des îles Canaries, vous avez l'arbre qui pleut. L'arbre qui pleut, il a des feuilles d'une certaine forme et tout. Bon, il pleut jamais dans ces endroits-là. Et le matin, vous voyez des gouttes d'eau par terre. Et le filet tendu, là on est en Amérique du Sud, dans le désert d'Atacama, copié sur la forme, avec des mailles copiées sur la forme des feuilles, vient de cet exemple-là. Ils arrivent à ce que l'humidité se concentre là-dessus, se condense, et on accélère la chute des gouttelettes, on récupère, et ça fait vivre le village de Chogungo en Amérique du Sud. Enfin, on est au désert, dans une zone désertique. Là, on n'est pas dans une zone désertique. Mais la question pourrait se poser aussi. On pourrait trouver des moyens de récupérer de l'eau, et surtout de pas la... alors là... Non, là, non. Il faut la chercher, justement. L'eau est rare. C'est juste les trop-pleins. Il y en a 2. Parce que j'ai refait la carte de France, hein, puisque parce que vous savez que c'est la Loire qui naît au pied du mont Jabiedjon. Bon, ben, elle n'est pas au pied, mais en haut. Donc, elle va des 2 côtés. Donc, elle se descend vers l'Atlantique et vers la Méditerranée. On s'amuse comme on peut. Hein. Voilà l'équipe. Et bien voilà, je crois que c'est la dernière image. Je ne sais pas si j'ai dépassé ou pas mes 20 minutes en question. Ça va. Alors, comme on a très très largement dépassé le temps qui était prévu, et pour ne pas que vous subissiez aussi ça, on vous propose peut-être de modifier un peu le programme, de faire en sorte à ce que vous puissiez surtout interagir. Donc, peut-être appeler Didier à nous rejoindre, et on va profiter à la fois de vos questions et de Frédéric sur des éléments aussi sur lesquels elle voulait qu'on puisse réagir, pour qu'on puisse shunter la table ronde et répondre à vos questions en même temps. On fait un petit quart d'heure pour prendre vos questions et que vous puissiez échanger directement avec nos intervenants. Est-ce que ça vous va? Allez. Qui se lance? Thomas, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Thomas Berthet, coopérateur, fondateur, entre autres, de la coopérative d'habitants à Bricop, dans le quartier de la Cartoucherie à Toulouse. Et c'est une question de paysagiste un peu, mais que j'aimerais adresser soit directement à Didier, soit via Didier à nos invités du Brésil, en disant finalement, quand on veut absolument respecter cette terre-mère, qu'est-ce qu'on s'autorise encore comme intervention sur le paysage?
Est-ce que finalement, pour vivre, vous vous contentez de prélever, ou est-ce que vous vous autorisez à jardiner, à élever des animaux, et voilà, quelles interventions vous paraissent défendables, nécessaires, et au contraire, qu'est-ce que vous laissez, voilà. Quel est le minimum pour vivre bien et heureux? Bon courage. Vas-y. Oui, c'est bon. Oui, donc là, je ne vais pas répondre à leur place, mais je vais reprendre les propos de Gilles. Ce sont des jardiniers. Donc, ils prélèvent sur les espaces naturels, mais aussi ils entretiennent les espaces naturels, puisque s'il y a un véritable dialogue du vivant, donc nous faisons partie du vivant, donc ils font de l'élevage. En rentrée des Hautes-Pyrénées, dès qu'ils voient un troupeau de moutons, ils voient à quoi servent les moutons. Ils disent ça doit être une très très bonne viande. Donc l'élevage et le rapport au vivant nourricier, il est de fait. Par contre, il y a un immense respect pour effectivement pas surproduire, effectivement prélever que ce qui n'est nécessaire, et avoir cette intelligence du local. Mais à un moment donné, à Tanoné, je lui ai donné des graines, à Ururai aussi, ils en rapportent, et on fait des échanges par rapport à ça. Et ce que j'ai rencontré dans le jardin de Gilles, c'est ce merveilleux dialogue où, en fait, la localité, c'est parce qu'ils sont présents à ce lieu-là, et simplement, sans avoir un étiquetage, ça vient de là, ça vient de là. Et comme disait Gilles, les chênes ou les tomates, c'est pas tout à fait, ce ne sont pas tout à fait des espèces locales. Donc le travail qu'eux font, c'est d'abord d'accueillir le lieu tel qu'il est et le reconnaître. Là, je vais faire une petite parenthèse architecturale, c'est-à-dire qu'avant de produire des mètres carrés, ils approchent un espace comme étant un futur lieu de vie. Donc ils marchent le lieu. Donc le fait de marcher le lieu, c'est écouter aussi le lieu, et peut-être que le lieu n'est pas d'accord pour accueillir une construction et un espace de vie. Ou que peut-être il a des fonctions qui sont liées soit à des courants, soit à des énergies particulières, mais là c'est encore un autre domaine, qui font qu'elles ne sont pas adaptées au vivant, voire même potentiellement pathogènes. Donc c'est aussi ce travail-là de respect du lieu, pas de produire à tout prix du mètre carré. Enfin, moi, mon métier, c'est d'accompagner des lieux de vie, c'est pas de produire des mètres carrés, même si, au bout du compte, ça veut dire des mètres carrés. Donc c'est un travail sur la forme, c'est un travail sur l'intelligence du soleil, des orientations, de la nature du sol. Donc enfin, là, il y a plus compétent que moi pour en parler. Mais ce rapport au vivant, il est lié à une harmonie. Donc je prélève ce dont j'ai besoin. Mais si je mange 2 pommes de terre, et je n'ai pas besoin d'en manger 10 parce que j'en ai 10 à produire, 2 suffisent. Par contre, les 8 autres, je peux les partager, les offrir. Et c'est ce principe-là qui est essentiel. Mais voilà, peut-être qu'ils ont... Je suis prête à aller jusqu'au bout de la salle si vous avez des questions. Levez la main, je vous en prie. Vraiment une anecdote. Enfin, je me demandais comment ils arrivaient à vivre dans leur village sans forêt, justement, dans ce village. Donc, ils se réadaptent. Ce village qu'ils ont mis près de Brasilia, hein. Ouais, je peux essayer. Puis Na verdade, é muito difícil. Dans la vérité, c'est évidemment très difficile. Porque nós somos nato da Caatinga. E no Distrito Federal não tem Caatinga. Donc évidemment, ils sont eux natifs de cette forêt primaire. Donc, et là, dans ce site, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Lá é cerrado. Né? Ça va être voilà, difficile. É muito difícil para tudo. Agora, nós vivemos no Cerrado e o Cerrado tem outra fortaleza das nossas terras do Nordeste, porque lá é Caatinga. Então, lá nós temos
mais, como é que chama, meu Deus? Mais oportunidade de ter toda a nossa comida originária. Lá dá muito bem o feijão, o milho, a abóbora, o maxixe, a melancia, tudo que nós... C'est pas gagné. Donc effectivement, vous l'avez compris, c'est le fait de... Enfin, non, vous n'avez peut-être pas compris, c'est dommage. Mais en tout cas, effectivement, évidemment, le cœur de leur raison d'être, c'est cette relation qu'ils entretiennent avec la forêt et le vivant. Donc, évidemment, du coup, de recréer ceci, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça qu'elle dit que sur le village où ils sont actuellement, là, ils ont une vraie harmonie qui est en place et dans lequel il y a justement ce bon équilibre et de fertilité des sols avec tout ce qui donne en abondance pour le manger aujourd'hui pour cette tribu. Dans l'ancien village, exactement. Voilà. Donc le gros défi, c'est effectivement d'arriver à renaturer, donc à replanter ce nouveau village en fait. Si. Merci beaucoup. Frédéric, tu voulais peut-être évoquer. On devait avoir une petite table ronde là, avec Didier, Gilles, Leslie et Philippe. On n'aura pas le temps. Donc voilà, moi j'avais préparé un certain nombre de questions. On va les laisser tomber. Et j'en aurais quand même une qui me tenait un peu à cœur et dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. C'était quelle était la place de la beauté pour vous en tant qu'architecte, en tant que paysagiste, quand vous créez un jardin, quand vous créez une habitation, une école, une usine, n'importe. Quelle est la place de cette beauté? Y en a-t-il une? Qui commence? Non, vas-y. Que j'ai le temps de réfléchir. Alors la beauté, c'est quelque chose de particulier dans le sens où on peut l'apercevoir dans un moment très court, parfois pas si court, ça peut être très long, mais c'est presque toujours éphémère. Ça ne dépend pas du tout de l'esthétique et du design, ça dépend d'une circonstance qui existe entre ce que l'on est en train de regarder et quelque chose d'autre qui se passe, qui peut être le chant d'un oiseau ou la lumière du soleil ou un éclairage, alors qu'on a ça tous les jours sous les yeux, puis tout à coup, on dit « Waouh, c'est beau ». C'est que la beauté, elle nous émeut par quelque chose que nous ne maîtrisons absolument pas du tout et qui est vraiment très, très, pour moi en tout cas, très indépendant de l'esthétique, même si la question esthétique est fondamentale. Ce que j'appelle la résolution esthétique dans un jardin, c'est l'intervention du jardinier pour faire quelque chose qui soit lisible et acceptable par tous, par l'esthétique. Mais la beauté, elle ne peut être vécue que chacun le vit différemment. C'est émotionnel, personnel, et ça, moi j'ai pu le voir avec des étudiants, on en met 30 devant le même paysage, on leur demande leur lecture. Il y en a qui sont émus par telle ou telle chose, d'autres pas du tout. On a 30 lectures différentes, 30 restitutions différentes. Donc c'est quelque chose qui est vécu personnellement. Alors, je prends le relais parce que c'est vraiment drôle. J'allais faire une réponse pas similaire, mais qui rentre par le même angle. Donc moi, j'ai enseigné pendant 10 ans à l'école d'architecture de Toulouse. Il y a au moins dans mon équipe une personne qui a suivi mon enseignement. Et donc, je leur demandais de faire une lecture sensible, donc ils détestaient au départ, et une analyse contextuelle. Et donc, la lecture sensible, moi, c'est ce que j'utilise au quotidien.
C'est-à-dire que quand je vais sur un site ou un concours, déjà, j'adore être présente à la première présentation parce c'est à ce moment-là en fait qu'on ressent. Et dans cette idée de boucler sur la marche du lieu, en fait, il faut aller dans le site presque sans avoir lu le programme. Alors c'est assez difficile parce qu'en même temps, on a envie de poser des questions et montrer qu'on est à fond. Mais quelque part, quand on se laisse aller et qu'on marche juste et qu'on ressent et qu'on écoute et qu'on est là, présent à ce qu'on vit, en fait, c'est à ce moment-là qu'on saisit en fait les éléments opportuns qui derrière va faire l'identité du projet et que l'on va arriver, c'est ça le challenge, à amener jusqu'au bout, jusqu'à la livraison. Voilà ce que je dirais. Et effectivement, après, la beauté et l'esthétique, ce serait peut-être différent. Moi, je dirais que on fait en sorte que tous nos projets soient esthétiques et beaux et agréables à vivre. Philippe, t'es mal? Oui, en fait, justement, c'est ne pas réfléchir. Pour parler de la beauté, je ne pourrais qu'en parler qu'avec cette capacité à s'émerveiller. C'est-à-dire que c'est parce que je suis présent au lieu et que je me laisse trouver par lui et que je cherche rien, que en fait je le découvre, et c'est cette capacité comme un enfant de s'émerveiller qui fait que je peux scotcher pendant 1 heure devant une fleur, la voir bouger, la voir tourner, la voir s'éclairer quand le soleil passe. Et la notion de beauté, pour moi, elle n'est pas liée au concept. Donc c'est un état d'être et de relation qui fait que je peux m'émerveiller juste parce qu'à un moment donné, il y a un rayon de soleil qui traverse la forêt et qui l'éclaire et qui fait émerger un vert que je n'avais jamais vu ou autre. Et pour moi, la beauté, c'est juste ça. C'est-à-dire que en fait, c'est elle qui me trouve et c'est pas moi qui la constate, quoi. Par contre, l'esthétique, c'est un travail sur la culture et suivant les paysages, donc les vocabulaires. Voilà, vous discutez avec un aborigène, lui il parlera kangourou, vous parlerez lièvre, mais au bout du compte, on pourrait dire la même chose, sauf qu'on n'a pas les mêmes géographies, on n'a pas les mêmes paysages, donc on a des vocabulaires différents. Donc l'esthétique, elle procède de cette culture qui a construit le premier cercle, la première élévation, mais c'est très relatif, quoi. On peut même aller jusqu'au goût, et le goût, c'est comme les croyances, chacun la sienne, et c'est pas à partager une croyance. Par contre, à un moment donné, il y a un sens qui dit, ben là, il y a un bon sens, et là, peut-être que c'est pas comme le paysage qu'on montrait avec ce front bâti qui couvre la Loire, sauf que la Loire préexiste à ce front bâti. Certes, il fait partie de la culture du béton, sauf que la Loire était là avant, et en plus, la Loire, sur nos territoires, est aujourd'hui un des sujets par rapport à la législation et le droit à la nature aussi. Donc, visiter ça aussi, on commence à avoir... Alors c'est rigolo qu'on parle de personne morale quand on parle de paysage ou de fleuve, alors qu'elle est vivante, voilà. Mais en même temps, voilà, ce rapport à la nature et à l'émerveillement, je crois que c'est ça qui définit la beauté. L'esthétique, c'est très subjectif. Effectivement, c'est relatif à un sujet ou à un objet, mais ça n'a de sens que par formation, c'est-à-dire que les générations voilà, comme des trentenaires dont je suis à peu près n'ont pas la même culture que les générations qui arrivent des enfants. Donc leurs référents culturels ne sont pas les mêmes. Donc l'esthétique, elle dépend du référentiel. L'état d'émerveillement, il dépend de juste qui je suis à l'instant où j'y suis et dans un environnement donné, quoi. Alors, peut-être effectivement pour être rapide aussi, évidemment que je m'inscris dans plein d'éléments que vous avez apportés. D'autant plus, surtout cette notion, effectivement, que cette notion de beauté, elle est évidemment intrapersonnelle sur la relation effectivement à l'émotion au moment où on ressent ces choses-là, mais en plus de ça, elle est vivante avec d'autres facteurs extérieurs. Rejoindre aussi un peu ton travail sur le jardin vivant ou l'architecture vivante, c'est-à-dire que concrètement, en plus, lorsqu'on conçoit un projet, un bâtiment avec son jardin et tout ce qui va avec, entre le moment où il prend forme et son évolution dans le temps, cette notion en plus de beauté, elle peut être complètement rebalayée et remise en question.
Et donc nous, je pense que ce qui est important pour nous, puisque c'est évidemment du coup une valeur sur laquelle on tâche de ne pas rogner, c'est partie des coches, des cases à cocher dans notre démarche globale de projet. Il nous semble du coup essayer de mettre en place autour de la notion de projet les conditions au maximum pour que globalement en fait on s'entende sur cette qualité de projet. Alors est-ce qu'effectivement on peut l'appeler de beauté, mais cette qualité globale, qu'elle soit effectivement esthétique, d'usage, de fonctionnement. Et ça, je pense qu'effectivement ce travail itératif que l'on fait sur cette immersion que l'on a avec nos clients, nos porteurs de projets, notre équipe, nos partenaires, voilà, que ce soit tous les bureaux d'études avec qui on travaille qui sont là aujourd'hui, notre paysagiste préféré, on est vraiment dans cette démarche où on essaie de donner un maximum de méthodologie pour créer cette culture commune et se dire qu'in fine, à la fin, comme ce projet il est commun, bah, évidemment qu'on le trouve tous beau parce qu'on y a tous participé. Donc voilà, c'est un peu une notion un peu parallèle, et en tout cas se donner un maximum de chances d'avoir cette culture commune in fine. Encore merci beaucoup et à hâte de suite de l'autre côté.